Paris brûle, et cette fois, ce n'est pas une métaphore. En septembre 2025, les sirènes couvrent une capitale qui paye enfin le prix d'un siècle d'équilibre truqué. 2 chiffres suffisent, 500 milliards extraits en silence, 80 ans de dépendance économique masquée. L'édifice bâti sur le contrôle monétaire s'effondre, tandis qu'au Sahel, Ibrahim Traoré symbolise la rupture. Il ne s'agit plus d'une crise entre continents, mais d'un basculement d'air. La lumière s'éteint à Paris parce qu'elle s'allume ailleurs, là où l'Afrique a décidé de parler sa propre langue du pouvoir. Ce récit n'est pas celui d'une chute isolée, mais celui d'un rééquilibrage attendu. Quand l'Afrique a dit non, la France a découvert que sa puissance reposait sur des illusions comptables et des contrats asymétriques. Pendant des décennies, la stabilité européenne dépendait de ressources africaines sous-évaluées et de réserves piégées dans le trésor français. Aujourd'hui, cette architecture s'effrite, révélant l'ampleur d'une dépendance que Paris refusait d'admettre. L'enjeu dépasse les frontières. Comprendre comment Ibrahim Traoré et ses pairs ont transformé la contestation en politique d'émancipation économique. En révélant la mécanique cachée du franc CFA et de l'uranium, ils ont forcé le monde à revoir la définition du partenariat. Car derrière les chiffres se cache une question fondamentale. Que vaut la prospérité si elle repose sur le silence d'autrui ? L'histoire de 2025 promet de répondre à cela, non pas par un discours, mais par un effondrement mesurable, et une renaissance annoncée du continent africain. La révélation n'est pas venue d'un discours, mais d'un chiffre. En 2023, lorsque le Niger a suspendu ses exportations d'uranium vers la France, la perte immédiate pour Paris s'élevait à plus de 74 milliards de dollars en valeur énergétique annuelle. Ce n'était pas une erreur logistique, c'était la fin d'un pacte silencieux, celui qui liait depuis 1945 la stabilité française à la dépendance africaine. Pour comprendre ce moment, il faut revenir au point d'origine. Après la Seconde Guerre mondiale, la France ruinée inventa le franc CFA, une monnaie qui liait 14 pays africains à son trésor. Officiellement, il s'agissait de stabiliser les échanges. En réalité, c'était une forme de contrôle économique. La moitié des réserves africaines dormaient dans les coffres parisiens et la Banque de France décidait des taux de change. Ce mécanisme donna à Paris un pouvoir invisible. Grâce à l'uranium nigérien, 65% de son électricité provenait de l'énergie nucléaire. Le cycle semblait parfait. L'Afrique produisait, la France transformait, l'Europe profitait. Mais à mesure que les données circulaient et que les jeunes Africains réclamaient transparence, la façade se fissurait. Les journalistes burkinabés et nigériens commencèrent à publier des chiffres divergents, 600 tonnes déclarées, 1000 exportées. Le reste disparut dans des circuits opaques. L'injustice cessa d'être une rumeur pour devenir un fait mesuré. Alors que Paris minimisait ses écarts, Ibrahim Traoré prenait la parole à Ouagadougou. « Nous ne financerons plus notre propre soumission ». Ces mots, enregistrés et diffusés sur les réseaux sociaux, devinrent la ligne de fracture. Ce qui s'annonçait comme un ajustement monétaire devint un séisme géopolitique. Pour la première fois, la France devait affronter une Afrique qui exigeait des comptes, non plus en discours, mais en chiffres. Au centre du tumulte, un visage revient dans chaque reportage, Ibrahim Traoré. Pour beaucoup, il n'est pas seulement le chef d'État du Burkina Faso, mais la personnification d'une génération qui refuse de négocier sa dignité. En 2024, lorsqu'il apparaît dans un uniforme sans insigne, micro à la main, face à des foules massées à Ouagadougou, sa voix porte plus loin que les frontières. Il parle d'électricité, de souveraineté et de jeunes qui veulent construire plutôt que fuir. Autour de lui, les histoires abondent. Akaya, une ingénieure de 27 ans, raconte comment la fin des dépôts obligatoires au Trésor français a permis la création d'un fonds local pour les écoles. À Niamey, d'anciens employés des mines d'uranium affirment qu'ils travaillent enfin pour leur pays. Ces récits ne sont pas des symboles creux. Ils traduisent un basculement du quotidien. L'impact psychologique est immense. Pendant des décennies, la prospérité parisienne avait été perçue comme le modèle. Désormais, c'est la résistance sahélienne qui inspire. Les mêmes villages plongés dans le noir voient leurs premières lampes s'allumer grâce à des coopératives locales. Ce changement n'efface pas la pauvreté, mais il redéfinit la direction du regard. Le centre de gravité morale n'est plus au nord, il s'installe au cœur du Sahel. Et dans cette inversion silencieuse, une certitude émerge. Ce qui semblait impensable devient simplement inévitable. Tout commence en 2019 quand Patrice Talon,
président du Bénin, déclare qu'il est temps pour l'Afrique de gérer son propre argent. La phrase, anodine pour certains, déclenche une onde de choc diplomatique. À Paris, le Trésor minimise. À Bamako et à Ouagadougou, on applaudit. L'étincelle est là. Ibrahim Traoré, alors officier encore inconnu, observe le tumulte depuis le Sahel. 3 ans plus tard, il incarne la rupture. Entre-temps, la colère a mûri. La jeunesse ouest-africaine ne se contente plus d'exiger, elle agit. Les hashtags #StopCFA et Free des Sahel deviennent des mots d'ordre. Chaque publication, chaque vidéo virale érode le prestige d'un système qui croyait pouvoir durer. L'année 2023 marque le point de non-retour. Le Niger ferme ses exportations d'uranium, le Mali suspend les dépôts au Trésor français, le Burkina Faso expulse les troupes françaises. Paris comprend trop tard que le réseau de dépendance, construit depuis 1945, vient de se défaire en quelques mois. Les contrats énergétiques, bancaires et militaires se dissolvent comme des fils trop tendus. C'est le moment de bascule. Ce qui n'était qu'un discours devient politique d'État. L'Alliance du Sahel est créée, une union pragmatique, sans idéologie apparente, mais avec un message clair, fin de tutelle. Les réunions se tiennent à huis clos, loin des caméras européennes. Le mot d'ordre, souveraineté partagée. À mesure que les documents fuitent, l'opinion française découvre l'ampleur du déséquilibre. Entre 1970 et 2008, plus de 850 milliards de dollars de richesses africaines ont quitté le continent pour financer la croissance française. L'information frappe les esprits. Ce n'était pas du commerce, c'était une ponction. Le choc monte. À Paris, les prix de l'énergie explosent de 40%, les manifestations s'intensifient. Dans les rues, on brûle des billets symboliques, pendant qu'en Afrique, on allume les premiers lampadaires d'indépendance. La scène se renverse. Le centre chancelle, la périphérie s'organise. Dans ce renversement, Ibrahim Traoré devient le pivot d'une narration inversée, celle d'un continent qui reprend la parole et d'une puissance qui découvre ce que signifie perdre le contrôle. Les faits, désormais, parlent d'eux-mêmes. 3 chiffres résument la déflagration. Premier chiffre, 65%, c'est la part de l'électricité française issue du nucléaire alimentée principalement par l'uranium nigérien. Deuxième, 5%, la part de ses revenus dans le budget du Niger avant la rupture. Troisième, 74 milliards de dollars, la valeur énergétique annuelle que la France tirait de cette dépendance avant qu'elle ne s'effondre. 3 nombres qui forment la base d'un système où la prospérité d'un pays reposait sur la sous-facturation d'un autre. Chaque chiffre possède une histoire. Le 65% révèle une vulnérabilité stratégique. La France, qui se vantait de son autonomie énergétique, dépendait d'une région qu'elle jugeait instable. Le 5% expose la disproportion. L'un gagnait en richesse, l'autre en frustration. Et le 74 milliards illustre la démesure. Un seul flux minéral valait presque le budget combiné de 5 États sahéliens. À cela s'ajoutent des calculs plus discrets. Entre 1970 et 2008, 850 milliards de dollars se sont évaporés des économies francophones africaines sous forme de fuites de capitaux, de dividendes rapatriés et de sous-déclarations commerciales. Ces transferts, présentés comme des mécanismes de stabilité, équivalaient à près de 10% du PIB français annuel sur plusieurs décennies. Quand les chercheurs burkinabés ont commencé à comparer les registres d'exportation et les relevés d'Orano, la différence atteignait parfois 400 tonnes d'uranium par an. L'écart ne tenait pas du hasard. Il traduisait une mécanique d'extraction à double vitesse, officielle pour les bilans, occulte pour les profits. La publication de ces données a inversé la perception. Ce n'était plus une affaire de morale, mais d'arithmétique. Les colonnes du tableur prouvaient que la croissance française tenait sur un vide comptable. Quand Ibrahim Traoré s'adresse aux économistes de l'université de Ouagadougou, il ne parle pas de vengeance, il parle d'équilibre. Nous avons servi de garantie invisible à une puissance étrangère. Cette ère est terminée. La phrase est simple, mais elle contient l'essentiel, une équation fermée par la lucidité. Depuis cette révélation, le débat n'est plus politique mais structurel. Sans uranium africain, ni réserves en dépôt, la France doit financer seule ses besoins énergétiques et ses programmes sociaux. Le delta entre le avant et le après se chiffre en points de croissance, mais aussi en perte de confiance. Car la monnaie, la dette et l'énergie
une fois décorrélés du Sahel, révèlent leur fragilité. Ce qui semblait un partenariat devient un déséquilibre comptable mis à nu, et, cette fois, irréversible. Les partisans de Paris avancent d'un argument classique. Sans la France, disent-ils, nombre d'économies africaines se seraient effondrées. Le franc CFA aurait permis une inflation maîtrisée, des taux d'intérêt stables et un cadre monétaire protecteur. Dans ce récit, la dépendance devient coopération et l'extraction partenariat. L'idée est séduisante, surtout quand elle s'appuie sur des décennies de croissance française présentées comme un modèle. Mais le contre-argument, étayé par les chiffres, inverse la perspective. Le franc CFA n'a pas protégé, il a immobilisé. Les réserves placées au Trésor français n'étaient pas un gage de stabilité, mais une garantie gratuite pour le budget d'un autre État. La soi-disant protection contre la volatilité a empêché la création de marchés de capitaux locaux. L'équilibre affiché n'était qu'un report de fragilité. Les économistes africains soulignent un second point. Le risque n'a jamais été partagé. Quand les prix de l'uranium chutaient, Niamey encaissait la perte. Quand il grimpait, Paris récoltait les marges. C'est cette asymétrie structurelle qui a transformé le mot partenariat en euphémisme diplomatique. Dans un débat à Bamako, Ibrahim Traoré tranche « Nous ne demandons pas la charité, nous exigeons la symétrie ». Sa position, souvent caricaturée en populisme, repose pourtant sur une lecture économique solide. Un système où un continent alimente la stabilité d'un autre ne peut pas durer. Et même du côté européen, certaines voix admettent l'évidence. Des analyses de l'Institut Montaigne reconnaissent que la dépendance énergétique à bas coût était une bulle de confort. Les profits déguisés en stabilité ont masqué la fragilité réelle. Le débat atteint ici sa conclusion. La France n'est pas un empire déchu, mais une économie rattrapée par sa propre arithmétique. Et l'Afrique, loin d'être une périphérie, devient le laboratoire d'un nouvel équilibre mondial. Tout bascule ici. En 2024, un communiqué tombe. Le Niger suspend définitivement ses ventes d'uranium à la France. 8 mots qui font trembler Bruxelles et Paris. Ce qui semblait un simple ajustement commercial devient un tournant géopolitique. L'Alliance du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger officialise la fin d'un siècle de dépendance. Ibrahim Traoré s'adresse alors à ses homologues. « Nous avons donné la lumière du monde, il est temps d'éclairer nos foyers ». La phrase, reprise par les médias, devient le slogan d'une ère nouvelle. Derrière les portes closes, les dirigeants français parlent de choc structurel sans précédent. L'Agence de l'énergie nucléaire évoque une pénurie à horizon de 6 mois. Les analystes redoutent une hausse durable des coûts de production. Mais dans les rues de Ouagadougou et Niamey, la réaction est inverse. Les drapeaux se lèvent, les slogans appellent à la souveraineté et l'espoir l'emporte sur la peur. Ce moment, plus qu'un point d'équilibre, devient le symbole d'une inversion historique. L'Afrique ne cherche plus à être reconnue, elle impose désormais sa présence. Les conséquences dépassent tout ce que prévoyaient les chancelleries. En l'espace d'un an, la rupture sahélienne a redessiné plusieurs réalités. D'abord, les nations africaines se transforment. Les pays du Sahel, d'abord accusés d'aventurisme, voient leurs indices de confiance grimper. En 2025, le Burkina Faso enregistre une hausse de 14% de ses recettes publiques grâce à la fin des dépôts obligatoires au Trésor français. Le Niger signe des accords bilatéraux avec la Chine et la Russie pour relancer ses mines. Le Mali, lui, réoriente ses exportations vers des partenaires africains. Ce qui semblait impossible devient mécanique. Un commerce interne sans tutelle. Ensuite, les entreprises françaises sont touchées de plein fouet. Le groupe Orano annonce 133 millions d'euros de pertes au premier semestre 2025. EDF revoit ses prévisions à la baisse et les petites industries, privées d'énergie bon marché, ferment. Le prix de l'électricité grimpe de 40%, frappant les foyers modestes. Les usines du Nord s'arrêtent, révélant la fragilité d'un modèle dépendant d'un uranium étranger. Puis, les populations ressentent l'impact. À Paris, les manifestations rassemblent plus de 80 000 personnes. Les slogans ne visent plus seulement les politiques, mais le système économique lui-même. Pendant ce temps, en Afrique, des coopératives énergétiques locales se multiplient. À Kaya, des femmes alimentent un micro-réseau solaire financé par les fonds rapatriés. Ce qui hier finançait les dettes d'autrui éclaire aujourd'hui des écoles rurales.
Enfin, les régions s'organisent différemment. Au-delà du Sahel, l'écho s'étend. L'Algérie, le Ghana et la Tanzanie observent de près le modèle de libération monétaire. L'Union africaine propose une charte de coopération énergétique indépendante. Pour la première fois, le mot intégration n'est plus synonyme de tutelle, mais d'initiative. Ibrahim Traoré résume cette métamorphose lors d'un sommet à Bamako. Nous ne coupons pas les ponts, nous reconstruisons le terrain. Une phrase simple, mais qui traduit la logique nouvelle. Il ne s'agit pas de revanche, mais de redistribution du pouvoir. La France découvre alors que sa prospérité n'était pas un acquis, seulement un prêt à durée limitée. Après l'effondrement des certitudes, 3 trajectoires émergent pour les 12 prochains mois. Elles ne décrivent pas l'avenir, mais les chemins possibles d'une même fracture. Dans un premier scénario, la France négocie à reculons. Le gouvernement tente de diversifier ses sources d'uranium, notamment en Namibie et au Kazakhstan, mais les coûts logistiques explosent. Le déficit énergétique s'installe, la dette publique dépasse 3 000 milliards d'euros et le pays entre en récession technique. Dans cette version, Paris accepte enfin de discuter avec l'Alliance du Sahel, non par choix, mais par contrainte. Dans un second scénario, plus optimiste, un accord de transition est signé. L'Afrique conserve le contrôle de ses ressources, tandis que la France investit dans les infrastructures énergétiques et régionales. Des programmes conjoints de recherche nucléaire civile voient le jour. Ibrahim Traoré et ses homologues deviennent les visages d'un partenariat de souveraineté, où la transparence remplace la tutelle. Le franc CFA disparaît, remplacé par une monnaie commune ouest-africaine adossée à l'or. Dans ce scénario, les deux continents se relèvent ensemble. Dans un troisième scénario, le pire, la méfiance l'emporte. Le découplage s'accélère. La France subit une crise énergétique et politique interne, inflation prolongée, nouvelles émeutes, isolement diplomatique. En Afrique, la victoire symbolique se mue en compétition régionale. Certains pays vendant leurs ressources à d'autres puissances sans coordination. L'idéal sahélien se dilue dans les rivalités nationales. Le monde entier en paie le prix, volatilité énergétique, instabilité des marchés et méfiance généralisée. Le choix n'appartient plus seulement au gouvernement, mais au peuple qui refuse le mensonge de la dépendance. La question n'est plus qui domine, mais qui apprend à survivre dans un monde d'interdépendance assumée. Chaque effondrement économique finit par devenir une question humaine. Ce qui s'est joué entre Paris et le Sahel dépasse les bilans comptables. C'est une affaire de perception et de mémoire. Pendant des décennies, les Européens ont appris à considérer la stabilité comme un droit naturel, et les Africains, la résilience comme une obligation. En 2025, cette équation s'inverse. Pour le citoyen français, la crise devient tangible. Facture d'électricité doublée, salaire figé, sentiment d'impuissance. La colère s'exprime, mais rarement avec la compréhension du contexte. Peu réalisent que leur confort reposait sur la sous-facturation du travail d'autrui. Cette prise de conscience tardive pourrait pourtant ouvrir une voie de réconciliation, si elle s'accompagne d'humilité. Pour les Africains, la transformation est intérieure. Le récit de dépendance se dissout dans celui de maîtrise. À Ouagadougou, des étudiants citent Ibrahim Traoré dans leurs travaux sur l'économie souveraine. À Bamako, des professeurs d'histoire réécrivent les manuels pour raconter comment le continent a repris la parole. Ce sont de petits gestes, mais ils signalent un changement générationnel. Pour le spectateur global, enfin, cette histoire agit comme un miroir. La mondialisation n'a pas aboli les rapports de force, elle les a rendus visibles. Et dans cette visibilité nouvelle, chacun doit choisir son camp, celui du confort ou celui de l'équité. La rupture franco-africaine n'est peut-être pas la fin d'un modèle, mais le début d'une conversation que le monde avait trop longtemps différée. Les discours seuls ne suffisent plus. Pour transformer la rupture en architecture durable, plusieurs étapes s'imposent. D'abord, l'Afrique de l'Ouest prépare la sortie complète du franc CFA. Le projet ECO, adossé partiellement à l'or et à un panier de devises africaines, avance. Le but, conserver la souveraineté sans reproduire une dépendance cachée. Ensuite, les États du Sahel créent un fonds commun pour financer les infrastructures énergétiques locales. Les profits du secteur minier alimentent directement des projets d'électrification rurale et d'éducation.
Puis les contrats miniers sont renégociés avec clause de transparence obligatoire. Chaque exportation d'uranium ou d'or doit figurer dans un registre public consultable en ligne. Ce contrôle horizontal empêche la capture des bénéfices par une élite restreinte. De plus, au lieu de remplacer Paris par Pékin, les pays du Sahel multiplient les accords croisés avec les BRICS, l'ASEAN et les blocs régionaux africains. Cette diplomatie de densité évite le piège d'un nouveau centre de gravité. Enfin, les bourses d'ingénierie et les incubateurs technologiques deviennent la nouvelle colonne vertébrale du développement. L'idée, produire sur place l'intelligence qui faisait autrefois défaut. Dans cette feuille de route, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros, mais comme un point d'origine. Ce qu'il incarne, c'est la normalisation d'un mot longtemps tabou, indépendance. Une indépendance non idéologique, mesurable, chiffrable, transmissible. Sous le soleil du Sahel, une image demeure. Celle d'un jeune soldat en treillis, levant le poing, non pour déclarer la guerre, mais pour annoncer la fin d'une tutelle. Ibrahim Traoré, dans sa sobriété, est devenu le miroir d'un continent qui se redécouvre. Il n'a pas offert de miracle, seulement un cadre où la dignité devient politique publique. À Ouagadougou, les murs peints à son effigie ne célèbrent pas un homme, mais un acte collectif, celui d'avoir osé dire non. Le refus du silence vaut désormais plus qu'un discours de victoire. À Paris, le contraste est saisissant. Les boulevards où l'on brûle les factures d'électricité sont l'écho inversé des places africaines où l'on allume des lampes solaires. 2 continents, 2 nuits, un seul basculement moral. Le symbole n'a rien d'un triomphe, c'est une page tournée avec ses douleurs et ses pertes. Mais dans le vacarme des crises, une certitude s'impose. L'équité n'est pas un rêve, c'est une mécanique qui finit toujours par se remettre à l'équilibre. L'histoire qui se referme ici n'est pas celle d'une revanche, mais d'un réajustement du monde. Quand l'Afrique reprend la maîtrise de ses richesses, ce n'est pas pour inverser la domination, mais pour redéfinir la coopération. Le vrai enjeu n'est pas la chute de la France, mais la naissance d'un modèle fondé sur la réciprocité. Les ressources ne devraient plus être un instrument de pouvoir, mais un langage commun. Si Ibrahim Traoré incarne quelque chose, c'est l'idée que la souveraineté ne s'oppose pas à la solidarité, elle en est la condition. Dans les universités, les rédactions, les foyers, la question demeure: comment bâtir une prospérité partagée sans retomber dans les réflexes du passé? L'histoire de 2025 n'est pas un épilogue, c'est une invitation. Le moment est venu d'écouter ce que l'on croyait périphérique et de comprendre que la stabilité mondiale ne se décrète pas à Paris, Londres ou Washington, mais se construit patiemment à Ouagadougou. Et vous, de quel côté du silence choisirez-vous d'être ?